C'est une opportunité extraordinaire. Les gens, ils ont besoin de de leaders de pensée, mais aussi des gens qui assument ne pas avoir les réponses et qui vont explorer. Et on a besoin de gens qui vont explorer pour voir un peu ce qui se passe après, ce qui se passe ailleurs, pour essayer de faire sens de ce que nous on vit aujourd'hui, maintenant, et comment interpréter ce qu'on vit, tu vois. Et donc il y a une opportunité extraordinaire pour les journalistes, pour les créateurs, c'est de se mettre en mode explorateur avant les autres. Parce que il y a une question de, oui, pour être mémorable, il faut à un moment donné se positionner ou être positionné. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit toi tu te positionnes, soit c'est les gens qui vont te positionner. Mais déjà, si tu fais ça, tu vas créer une sorte de catégorie qui t'appartient, qui va faire que de toute façon, tu vas voir le monde à travers ta perspective et on va te suivre pour ça. Donc, peu importe que tu écrives ou que tu réalises un documentaire de 10 minutes ou de 90 minutes, on va te suivre pour ta perspective. Bien informé. Informé, c'est facile. Bien informé, beaucoup moins. Chaque semaine, j'interroge un expert pour te donner des méthodes, des outils et des retours d'expérience concrets à appliquer à tes propres projets. Je suis Clara Pelletier. Bienvenue dans Bien informé, le média des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Loris Colantuono, qui est un stratège et storyteller. Je cherchais quelqu'un qui avait de bonnes idées et qui avait l'habitude de sortir du lot, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est créateur de l'info, forcément, c'est un sujet qui doit être amené sur la table et qu'on doit se poser en tout cas dans toutes nos créations. Je suis tombée sur la newsletter de Loris et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé qu'il réussissait à théoriser la partie idéation et j'ai eu envie qu'on en discute ensemble. Alors ensemble, on a parlé de positionnement, de comment devenir une machine à idées pour trouver des sujets et de comment structurer ses pensées pour écrire une belle histoire. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute. Salut Loris, enchantée, Hello, ravie salut Clara. de t'avoir sur mon podcast Bien informé. Je suis très contente que tu aies accepté cette invitation parce qu'aujourd'hui t'es pas journaliste, mais t'es quelqu'un qui a l'habitude de trouver des idées, de chercher le bon angle et d'embarquer dans de belles histoires. Et je pense qu'avec ça, on a beaucoup de similitudes avec le journalisme et les nouveaux créateurs d'infos. Donc, ravie de t'avoir avec moi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Yes, bah, ravi aussi. Et d'ailleurs, effectivement, je viens pas du journalisme. Moi, aujourd'hui, je travaille entre les domaines de, disons, la stratégie et le storytelling. Et mon Mhm. objectif, c'est d'aider les marques en gros, à devenir leader de leur marché, à devenir le seul choix évident, que ce soit pour les clients, mais aussi pour attirer les meilleurs talents du marché, les investisseurs. Donc, je travaille avec des marques, des startups, etc. Et peut-être ce qui est plus intéressant, c'est comment j'en suis arrivé là. En fait, il y a une dizaine d'années, j'étais à l'université en master d'anthropologie culturelle et sociale, et j'ai écrit un Mhm. mémoire sur les nouvelles formes de monnaie, de Bitcoin, etc., les monnaies digitales. J'étais Ok, un de ceux intéressant. qui ont étudié le sujet de long en large, mais qui ont oublié d'investir en fait. J'aurais mieux fait d'investir. Mais disons, j'avais des idées sur comment favoriser, amplifier le mouvement et favoriser l'utilisation, tu vois, l'adoption de la monnaie, en dehors de le marché noir et l'investissement. Mais Ok. du coup, j'ai imprimé à plusieurs exemplaires mon mémoire et je l'ai distribué moi-même dans des cercles euh, sur le sujet. Et j'attendais en fait que, je sais pas, tu vois, d'être invité pour parler de mes idées ou au moins d'avoir des retours. Et j'ai eu aucun retour, sauf le retour de deux personnes qui étaient la prof et l'experte, soit les deux personnes qui étaient payées en fait pour me lire. Et du coup, Ouais. quand tu as une idée et tu veux la présenter au monde et à des gens qui n'ont rien demandé, qui ne te connaissent pas, ben, tu sais pas comment faire. Et à quoi ça sert de développer des idées si tu sais pas les présenter? Et je me suis dit, bon, là, ça sert à rien que je continue. Il faut que j'apprenne à communiquer mes idées. Donc, il y avait en gros deux voies qui étaient celle du journalisme, mais qui était une voie un peu bloquée. Enfin, c'est quand même assez difficile aujourd'hui. Et celle de la communication. Et un jour, je me promenais dans la rue pour faire mes courses normales et en fait je vois qu'il y a des pubs qui m'interpellent et je me dis bah eux ils sont forts, ils arrivent à interpeller en fait même quand tu fais autre chose, ils te forcent à tourner à détourner le regard et je me suis dit bah je vais apprendre d'eux et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la com. Ouais, mais franchement, c'est hyper intéressant et je pense que ça résonne vachement parce que aujourd'hui dans le journalisme, il y a beaucoup de journalistes qui en reviennent parce que justement ils disent bah j'ai écrit un article, on en a parlé 2 jours dans le journal
Et en fait, après, il n'y a pas de résonance. Et des fois, c'est des travaux d'enquête, c'est des travaux sur plusieurs années, c'est des travaux hyper réfléchis, où ils ont rencontré plein de monde, ils ont tourné les questions de long en large en travers, pour qu'au final, il n'y ait pas la résonance espérée. Et ça, je pense que c'est hyper important, et je pense que c'est aussi aujourd'hui pourquoi beaucoup de nouveaux créateurs de l'info se lancent sur YouTube, se lancent sur les réseaux. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est là où il y a le public, et c'est ce qu'on vient chercher, en fait. On vient chercher enfin le métier, il veut alerter plein de personnes, il veut informer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je pense que ça se passe dans les nouveaux moyens de communiquer. Et comme tu dis, c'est pour ça que j'ai à cœur aussi d'interroger, parce que pour moi, il n'y a pas une section, en tout cas, elle est en train de se flouter de plus en plus entre le journalisme et la communication ou la création de contenu. C'est en train de devenir un tout. Les nouveaux journalistes de demain sont les créateurs d'aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment, pour moi, il y a des ponts dans ces milieux qu'il faut explorer. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion ensemble. Tu m'as dit au début que tu travaillais pour des marques et que ton but c'était de les rendre incontournables. Je me suis posé la question par rapport aux nouveaux créateurs de l'info. Comment on fait pour devenir incontournable? Et est-ce qu'il y a une histoire de positionnement? Il y a une question de, oui, pour être mémorable, il faut à un moment donné se positionner ou être positionné. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit toi tu te positionnes, soit c'est les gens qui vont te positionner. Euh, le premier enjeu, c'est d'occuper en fait une sorte d'espace mental, de slot mental, surtout dans des marchés qui sont quand même assez saturés, notamment le marché de l'information, où la clarté du positionnement, elle va être cruciale pour non seulement que la personne consomme, enfin, ou regarde un documentaire ou ce qu'on a produit, notre création, mais Mhm. veuille revenir et s'abonne pour ensuite, tu vois, ne pas regarder une seule fois, mais plusieurs fois, recommander. Et ça se fait parce que tu as un positionnement clair et cohérent. Parce que il y a l'intérêt, comment tu piques la curiosité, mais aussi après comment tu donnes confiance. Donc c'est ça, disons, l'intérêt de se positionner. Est-ce que tu peux me redire qu'est-ce que ça veut dire se positionner? C'est en fait se positionner globalement, c'est occuper un espace mental Ok. dans l'esprit de ton audience, des gens qui te suivent globalement. Donc ça dépend pas vraiment de toi, ça part de toi parce que disons c'est toi qui vas le travailler, mais ça atterrit dans l'esprit de ton audience. Donc quand l'audience pense à une problématique ou à un style précis ou à quelque chose, tu vois, ils arrivent à se dire ok, quand je pense à je sais pas journalisme d'enquête, je pense à, j'en sais rien, Élise Lucet ou quelque chose comme ça. Tu vois. Il faut faire ces rapprochements dans la tête. Il faut faire en sorte que l'audience puisse faire ces rapprochements dans leur tête, dans sa tête. Et est-ce que ça veut dire avoir une ligne édito bien définie? Ça peut, mais je dirais que la ligne édito, c'est plus le résultat d'une réflexion. En fait, le positionnement, ça va plus être sur une perspective, sur une façon de voir une problématique. C'est pour ça que en fait, il y a pas vraiment de bonne réponse et tu peux prendre le positionnement de deux manières. Il y a un positionnement opportuniste où tu vas dire, OK, là, je vois qu'il y a quelque chose à faire et même si ça m'intéresse pas trop, plus ou moins, bon, j'y vais quand même parce qu'il y a un espace à occuper. Il y a quelque chose, les gens attendent une réponse. Ou alors, tu vas à partir de ce qu'il y a en toi, par exemple, de ce qui t'énerve, de ce qui tu vois, des choses, des pratiques avec lesquelles t'es pas d'accord et donc tu veux amener une autre possibilité, une autre façon de faire. Mais je dirais que globalement, quand même, tout part plutôt d'une problématique. Si je prends, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre Hemingway, tu vois, qui est un auteur que j'adore. Mm. Lui, il a développé une pratique de l'écriture, donc effectivement, c'est une tonalité éditoriale plutôt minimaliste. Mais parce que lui venait du journalisme de terrain, notamment de guerre, et donc il devait écrire factuellement ce qui se passait. Mais il en a fait un positionnement littéraire qui était contraire à ce qu'il y avait à l'époque, dominé par des auteurs comme Faulkner qui expliquaient, tu vois, tout ce que les personnages ressentaient. Et lui, en fait,
il a fait le contraire, mais il a fait le contraire parce que déjà ça venait de son expérience et c'est quelque chose qu'il aimait pas, qui l'énervait. Lui, il pensait que il n'y avait pas besoin de grands mots, tu vois, pour véhiculer de grandes idées. Et au contraire que il fallait juste dire 10%, c'est la théorie de l'Asperg, et ensuite le 90 autres pourcents était imaginé fallait le laisser imaginer par le Ok. lecteur, et c'est ça qui rendait en fait un texte puissant. Donc je dirais que le positionnement part toujours de quelque chose qui vient de toi, de ton expérience, de ce que tu peux apporter au monde, mais aussi qui répond à une problématique que toi tu perçois. Et idéalement, la problématique, elle devrait être ressentie par toi-même, et donc forcément, si c'est ressenti par toi, ça va être ressenti par d'autres personnes aussi, mais encore mal exprimé. Tu vois? Ok, dans l'exemple que tu as donné, je trouve ça intéressant de se dire que effectivement la personne est partie d'elle, puisque donc elle était reporter, il était reporter, journaliste de guerre, donc très factuel, très précis, et qu'il en a fait un style littéraire. Mais tu vois, dans le positionnement, finalement, ça devient la forme, la manière de la narration qui devient son positionnement, plus que le sujet en lui-même. Donc je pense que si on rattache au créateur d'infos, finalement, on peut se différencier par son sujet, mais aussi par la forme et la manière dont on le traite. Ça peut être ça, un positionnement. Oui, ça peut être ça, mais en fait, mais total, hein, ça peut être totalement ça. C'est juste que je pense que la manière dont on le traite, ça va être le résultat d'une réflexion, tu vois, que tu Oui. as en amont. En fait, le positionnement, c'est un acte stratégique, et c'est pas un acte créatif. C'est d'abord, tu as la stratégie. Donc, en gros, tu as une idée, tu vas la tester sur le terrain, tu vas voir, tu as des insights, tu vois, tu comprends des choses quand tu es sur le terrain, et après, tu vas dire, OK, de ça, je vais me positionner là-dessus, je vais répondre à cette problématique. Et comment répondre le mieux à cette problématique? Bah, de là découle ensuite ton style, ton format, etc. Mais tu peux jouer un peu avec les formats sans changer de positionnement aussi. Mais disons, ça doit découler du positionnement. Un autre exemple, je vais prendre un autre écrivain, mais d'ailleurs journaliste que j'aime beaucoup, qui est Hunter Thompson, c'est le mec de Las Vegas Parano. En fait, lui, je crois que il a un peu imposé, enfin développé sa perspective là, qu'il appelait Gonzo dans les années 60, quand il a suivi les Hells Angels aux États-Unis. Et en fait, lui, au début, il faisait comme tous les autres journalistes qui étaient j'observe et tu vois, je transmets, j'écris factuellement ce qui s'est passé. Mais en fait, il s'est dit, le mec, il a participé à des bagarres, il s'est fait péter la gueule avec les Hells Angels, tu vois, il s'est bourré la gueule avec lui. Il a fait des trucs qui sortaient du commun, et il s'est dit, mais si je m'extrais moi-même et je prétends à l'objectivité, qui était un peu, tu vois, Le le Graal truc du sacré des journaliste. journalistes, voilà, voilà. Et en fait, il s'est dit, c'est pas possible, parce que c'est pas vrai, en fait. Et le lecteur ne va pas ressentir tout ce que j'ai pu vivre, et en fait, il va faire le contraire, il va se mettre lui-même, on va voir en fait les faits à travers ses yeux, à travers son expérience. Alors lui, il est extrême et tout, donc il y a quelque chose de spectaculaire. Mais je veux dire, au début, ça répond en fait à une problématique et à un style personnel et à quelque chose de, tu vois. Donc tu mélanges en fait ce que toi t'as vécu avec des problématiques au niveau de l'industrie ou du métier, et ça, idéalement, ça t'en fait un positionnement. Après, bon, toujours un peu plus. C'est des réflexions qui sont longues, surtout si tu dois les mener tout seul. Mais globalement, c'est ça. Tu vois, tu as un acte stratégique. Parfois, c'est spontané, comme ici, où c'est évident. Et d'autres où tu dois un peu plus te poser, te dire, mais qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, avec quoi je suis pas d'accord, et qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau. En gros. Ok. J'aime bien cette question de nouveauté. Ça me permet d'enchaîner sur une deuxième partie que j'aimerais bien qu'on voit ensemble, sur comment on fait justement pour apporter de la nouveauté et pour être original dans ce milieu-là. Euh, Comment on fait pour être différent? Je sais que tu as écrit des articles à ce sujet au niveau de l'écriture, au niveau de modèles mentaux, et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Déjà, forcément, c'est toujours difficile parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Mais encore une fois, je pense que ce que tu vas faire de différent découle de ta perspective unique que tu as forgée avant de créer quelque chose. Donc, tu pourrais définir, en fait, si tu veux te définir toi-même comme une marque, tu as en haut tes principes, tes valeurs, ce à quoi tu vois, tu te tiens toujours, ce à quoi tu reviens toujours. Mhm. Ensuite, tu as la stratégie où tu tiens compte de la concurrence, du marché, de ce que toi tu as vécu, de ce que tu pourrais apporter. Parce que c'est quoi une stratégie au final? C'est euh, amener le maximum de valeur pour recevoir
le maximum de valeur qui est, bon, si on crée du contenu, des vues, tu vois, des likes, des choses comme ça, avec le minimum d'effort. Et donc en créant quelque chose de nouveau et d'utile. Donc ça se fait déjà au niveau du positionnement. Après, quand tu crées, déjà si tu fais ça, tu vas créer quelque chose d'unique de manière plus ou moins spontanée. Après, tu peux, il y a de l'editing, il y a, tu vas soigner ton style, tu vas développer une patte. Mais déjà, si tu fais ça, tu vas créer une sorte de catégorie qui t'appartient, qui va faire que de toute façon, tu vas voir le monde à travers ta perspective et on va te suivre pour ça. Donc, peu importe que tu écrives ou que tu réalises un documentaire de 10 minutes ou de 90 minutes, on va te suivre pour ta perspective. Maintenant, une fois que tu as ça, il y a comment, qui est le plus difficile, il y a comment on va trouver des sujets aussi Mm. qui sont originaux, où on va les traiter de manière originale. Donc tu vois, c'est déjà ces deux niveaux. Il y a le positionnement et après il y a les sujets. Donc là, si on vient au sujet, euh, je dirais que il y a des méthodologies qui existent pour trouver des bonnes idées. Sachant Toi, que tu c'est pas une saurais me dire, réponse universelle. Ouais, pardon. ouais, si. Non. En fait, je dirais il y Comment toi, tu a trouves deux tes sujets, possibilités. par exemple? Yes. Alors moi, je trouve mes sujets, il y a deux possibilités. Soit je dois un peu travailler sur un sujet, donc forcer l'idée, tu vois. Et dans ce cas-là, Ok. ce que je fais, c'est que je vais lire et, par exemple, pour un client, il y a une deadline, il y a quelque chose à produire de très concret. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, je vais ingérer un max d'informations. Je vais parler avec un maximum de personnes du sujet, jusqu'à une sorte de saturation où tu as l'impression, bon, tu te dis, OK, j'ai lu ça, c'est plus nouveau, j'ai l'impression que j'ai déjà vu, c'est bon. Ensuite, et là, c'est le plus difficile, parce que ça, tu peux le faire consciemment, tu peux un peu le forcer, mais tu es obligé de faire confiance au processus au autant, tu dois oublier tout ce que tu fais. Tu dois faire confiance à, tu vois, à ton travail inconscient. Donc, idéalement, tu devrais ne Ok. plus rien faire du tout, une marche, enfin, ce que tu veux, mais vraiment oublier pour que, en fait, c'est ton inconscient qui va créer des liens, qui va faire ressortir ce que toi t'as vécu, ce que toi t'as compris avec ce que tu viens de digérer pour sortir quelque chose d'unique. Et à un moment donné, quand tu t'y attends pas, tu as une idée qui vient et là, il faut la prendre directement. C'est un processus un peu chiant parce que ça reste du créatif, tu sais pas quand ça vient, mais il faut avoir confiance dans le fait que ça va venir. Je lisais, tu sais, dernièrement un article de Tarantino où, en fait, avant d'écrire Inglourious Bastard, lui, ce qu'il faisait, c'est que il écrivait tout le temps. C'était une machine à écrire, que ce soit la nuit, la journée. Dès qu'il avait du travail, il écrivait. Et ça donnait quelque chose d'intéressant, tu vois. Ces films, il y a plein d'actions, il y a des punchlines, tu peux te les tatouer sur le bras, elles sont mémorables, tout ce que tu veux. Mais ce film-là, en fait, son problème, c'est que ça demandait quelque chose de différent parce que il y avait des scènes qui étaient plus longues, plus étirées, plus tendues, tu vois. Et en fait, avec cette technique de toujours travailler, travailler, il arrivait à quelque chose qui lui ressemblait trop, qui ressemblait trop au film précédent. Il avait comme une sensation de déjà vu. Et lui, ce qu'il a fait, il s'est dit, bah, en fait, je dois sortir de mes automatismes. Comment je fais? Il s'est mis une routine d'écriture de 10h à 17h, il travaille. Et à 17h01, il arrête totalement. Et ce qu'il va, il va dans sa piscine, il se met sur son dos et il regarde le ciel pendant, tu vois, je sais rien, une heure et demie. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que toutes ses idées, ses meilleures idées pour le film sont venues après le travail, pas pendant le travail. C'était quand il avait arrêté et quand il regardait le ciel, tu vois, le ciel de Californie comme ça, bleu, il y avait rien d'autre à faire. Et tout d'un coup, après 45 minutes à ne rien faire, eh ben, son inconscient lui donnait des idées et là, il les notait et il les travaillait demain. Enfin, le lendemain, quoi. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. T'es obligé d'un moment donné de ingérer, ensuite arrêter totalement. Et il y a plein d'ailleurs, il y a plein de personnalités qui faisaient ça. Je crois c'était aussi, je crois Einstein qui habitait près d'un lac et après ses sessions de travail, il allait, tu sais, il avait un petit bateau sans moteur et il s'oubliait sur son bateau, tu vois, il faisait rien d'autre. Le bateau, il dérivait et parfois des amis disaient qu'il devait aller le repêcher, tu vois, au large parce que bah il s'oubliait en fait et c'est là qu'il trouvait ses meilleures idées. Et ils lui ont proposé de mettre un moteur sur le bateau. Il disait non, non, parce que justement, le gros de mon travail, en fait, c'est quand je dérive, tu vois, et je m'oublie sur le lac. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un passage obligé. Après, tu as la deuxième façon qui est, surtout pour du texte court, bah, je sais pas, tu fais quelque chose, ton inconscient te donne une idée,
et bah tu la prends au vol et tu écris directement. Tu te mets directement au travail, n'importe quand c'est, la nuit, à 4 heures du matin, le matin, enfin, si t'as autre chose à faire, tu arrêtes tout et tu notes. Parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est que un texte et, enfin, une création en général, c'est aussi une transmission d'énergie. Si t'arrives à capter cette énergie immédiate et la mettre sur le papier, ça peut être intéressant aussi et c'est quelque chose en fait d'assez spontané, donc normalement d'unique. Donc t'as en fait ces deux choses. Soit tu dois forcer une idée parce que t'as une deadline, t'as un sujet précis à travailler, soit tu prends quand elles viennent et tu te mets immédiatement. En gros, je dirais que c'est ça, c'est les méthodes pour générer des idées. Moi, ce que je faisais quand j'étais en agence de créa, c'est que je passais 80% de mon travail, c'était de regarder à travers la fenêtre, tu vois. Alors, il y avait plein de gens, ils comprenaient pas, ils disaient putain, il fait quoi? Il se regarde sur les chaussures, il regarde à travers la fenêtre, il est là tu sais pas s'il est en train de rêver, mais c'est obligé. Tu peux pas forcer une idée. C'est intéressant cette notion de temps long finalement, de vraiment et ça me parle ce que tu dis de ingérer plein de choses et au final d'un moment de dire stop et c'est là où tu redécouvres le sujet différemment et c'est ce que ça m'a fait pour le documentaire sur l'amour et la génération Z. À un moment je faisais que lire tous les soirs effectivement matin midi soir je mangeais amour enfin vraiment c'était tout le temps toutes mes conversations tournaient autour de ça. Et à un moment, j'avais une overdose, je voulais plus du tout en parler. Je disais, ah non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec ce sujet. Et il y avait vraiment, et quelques semaines après, moi ça a mis un peu de temps quand même, donc c'est vraiment du temps long. Quelques semaines après, j'avais de nouveau d'autres idées sur le sujet qui étaient peut-être pas venues avant, ou des discussions qui tournaient pas sur les sujets que j'avais l'habitude de parler, parce que bah voilà, quand t'as une théorie sur le sujet, bon bah quand t'en reparles, tu ressors un petit peu toujours les mêmes choses, hein, y a rien de sorcier. Et en fait, au bout d'un moment, à force de ne plus en parler, je suis d'accord avec toi que le processus créatif a fait que je suis arrivée sur d'autres conclusions ou d'autres choses. Mais ce qui est pas facile justement quand t'as une deadline, parce que je trouve que tu peux aussi, une fois que tu as fini ton sujet, avoir mille et une autres idées pour le tourner autrement et être un peu dégoûté de d'avoir rendu ce premier travail qui au final, après toutes tes réflexions, te semble beaucoup moins abouti, quoi. Je sais pas si ça te l'a Ouais, déjà fait. c'est trop intéressant. Ça renvoie aussi à l'idée que tu peux pas, de toute façon, présenter quelque chose de parfait. C'est à un moment donné, il faut envoyer. À un moment donné, il faut envoyer. Et je pense que même ça envoie comment ça s'appelle, une sorte de pulsion à ton inconscient aussi, qui sait la deadline et donc qui va t'envoyer des idées, mais t'en auras de toute façon toujours après. Surtout parce que t'as pas la pression. Quand t'as pas la pression de la deadline, ton cerveau est plus joueur, il est plus créatif, tu vois, donc forcément, tu as d'autres idées. Mais là, bon, je sais pas ce que tu as fait du coup pour ton documentaire après, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi en reparler. C'est-à-dire que le documentaire, c'est un morceau, c'est le morceau central, en gros, de ta création. Mais après, tu peux le reprendre et en parler sur une newsletter, en parler sur une autre vidéo YouTube, tu vois, une nouvelle vidéo YouTube. Tu peux ajouter des compléments ou tu peux reparler de ça en fait et c'est ce qui me paraît intéressant et justement c'est là où le positionnement permet de faire ça parce que les gens te suivent pour ta perspective et ils vont pas juste regarder le documentaire et après se dire ok bon j'ai appris un truc mais en fait je sais pas qui l'a tu vois qui l'a réalisé qui a fait la recherche derrière alors que si on sent ta patte on sent ta perspective forcément ça va intéresser les gens voudront en savoir plus au-delà donc aucun produit n'est fini de toute façon c'est tout tu vois tu vas Itération, ouais. vers un sujet quoi. Complètement. Si on repart justement sur les sujets, je trouve qu'il y a une autre chose qui est difficile quand on est nouveau créateur de l'info, c'est qu'on a l'impression que tout est déjà traité, qu'on a déjà parlé mille fois de plein de sujets. Est-ce que toi, en tant que stratège et storyteller, tu as des méthodes pour te dire comment je fais le pas de côté, comment j'arrive à un angle un peu différent qui va surprendre ou qui va, en tout cas, capter l'attention? Si, non, à force de devoir le faire, j'ai des méthodes et j'ai ce que j'appelle des modèles mentaux faits pour réfléchir à certains sujets. Mais en fait, alors pour le coup, c'est pas des méthodes, c'est vraiment des techniques. Ok. Et en faisant une technique après l'autre, parfois tu te dis, ok, je vais trouver un angle intéressant. Celui-ci, bon, ça ne donne rien, donc tu essaies. Tu vois, c'est des essais tu regardes comment tu peux appliquer ce modèle mental à ce à quoi tu es en train de réfléchir. Un des exemples, c'est
un mec qui s'appelle Tyler Pearson qui a appelé ça le pendule, l'effet pendule ou le pendule culturel, qui en fait, la thèse, elle est simple, c'est que chaque époque a ses excès et se lasse de ses excès, tu vois. En gros, ce qu'elle glorifie, ça va finir par nous épuiser. Et aujourd'hui, on est épuisé de plein de choses. Donc, de quoi on est épuisé? Qu'est-ce qui est constamment mis en avant? Forcément, si quelque chose est constamment mis en avant, il y aura quelque chose de contraire qui va émerger. Après la vitesse, la lenteur. Donc, tu regardes qu'est-ce qui va très vite aujourd'hui. Euh, tu vois, L'IA. le fast food. Après, il y a eu slow food. Après, il y a eu l'IA, exactement. Est-ce qu'il y a des gens? J'en sais rien. L'IA, c'est quoi? C'est dans les journaux. Est-ce qu'il y a des journaux qui refusent l'IA? Pourquoi? Qui l'utilisent différemment des autres? Est-ce qu'il y a des journaux qui l'utilisent l'IA mais pas pour écrire? Bah tiens, on va enquêter sur eux, tu vois. J'en sais rien, des choses comme ça, tu vois. Donc tu vas dire qu'est-ce que tout le monde fait et comment ils le font et euh, et dès que tu perçois des signes de fatigue, voilà, pas forcément avec l'IA, tu vois, on a l'impression de lire tout le temps la même chose parce que le problème de l'IA, c'est que, en gros, bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais c'est une moyenne de tout ce qui existe, tu vois, de tout ce qui la nourrit. Mais le problème, ça ne parle à personne parce que c'est une moyenne qui est faite pour personne, en fait. Et donc, il y a effectivement cette fatigue et là, il y aurait quelque chose à creuser, voir s'il y a des journalistes ou même encore mieux des journaux carrément qui refusent d'utiliser l'IA ou alors qui l'utilisent différemment, par exemple, tu vois. Donc là, tu es vraiment dans ces effets-là. Autre chose, Ouais. là, je trouve que c'est hyper intéressant pour le format, c'est ça c'est un sociologue aussi, je me souviens pas le nom qui l'a développé, mais c'est en gros les cultures rigides contre les cultures souples. Dans chaque domaine, il y a des cultures rigides et des cultures souples. Finance, culture rigide. Je sais pas moi, culture en général ou pop culture, t'as l'impression que c'est plutôt souple. Et en gros, c'est intéressant de comprendre en fait si ce que t'es en train de travailler, d'analyser, c'est plutôt dominé par des codes souples ou des codes classiques durs, et peut-être d'amener le contraire. Exemple, tu vas faire un documentaire sur le monde bancaire ou sur, tu vois, j'en sais rien, la finance, le monde de la finance. Et bah, c'est plutôt dur, c'est plutôt rigide. Et bah, tu peux aller avec un format qui est différent, qui est plutôt souple ou au contraire, enfin bref, tu vas faire le contraire, tu vois. Je sais pas, tu vas faire un documentaire sur les artistes, et bah tu as un costard cravate et tu parles de finance, tu vois, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours intéressant de voir en fait, est-ce que on est dans une culture souple avec des codes souples ou rigides. C'est des choses comme ça. Après, j'en ai tout plein. Autre chose comme ça. Après, j'en ferai peut-être un dernier. Ou peut-être tu voulais dire quelque chose. Non, 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 mais on va en faire plusieurs parce que je trouve ça super intéressant d'avoir et pour avoir lu ton article là-dessus, moi, ça m'a vachement parlé sur les sujets. Et culture rigide, culture souple, tu vois, je l'avais pas forcément compris en le lisant sur ton article. Enfin, je voyais très mal comment l'appliquer en tant que créateur de contenu d'info. Et en fait, ça me parle énormément et je me dis, bah, typiquement, pour d'autres exemples, un documentaire sur l'amour, est-ce que j'aurais pas pu le traiter de manière très rigide, avec des chiffres très carrés, alors qu'en fait, l'amour, c'est un sentiment où on a tendance à en parler Exactement. avec le cœur, avec la douceur, les émotions, etc. Je me dis, est-ce que ça serait pas intéressant de le traiter complètement différent, avec juste des chiffres et limite très peu de sentiments? Est-ce que ça apporterait pas quelque chose d'autre à l'amour, ou est-ce que ça toucherait pas un autre public? Et je trouve ça cool, et je pense qu'il y a plein de sujets qui méritent de s'attarder là-dessus et de se demander comment le traiter. Et je pense aussi à beaucoup de chaînes qui réussissent à traiter des sujets très graves en faisant des blagues, en apportant une touche très légère qui vient un peu contraster ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il y a des chaînes aussi, je pense à, bah, j'ai pas les noms parce que je suis très mauvaise là-dessus, mais typiquement des chaînes d'infos qui ont pris le parti de dire nous, on diffusera que le positif, alors que beaucoup de chaînes diffusent le négatif, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui va faire cliquer, parce qu'aujourd'hui on est dans un climat qui est plus ou moins anxiogène. Et il y a des chaînes qui ont pris le parti de dire, bah en fait, nous, notre parti pris, c'est on diffuse que les bonnes nouvelles. Et ça, je trouve ça trop chouette parce que bah c'est un public qui se dit, ah bah j'ai envie de m'abonner là-dessus. Et on va traiter l'info d'une autre manière. Et je pense que ça rejoint aussi un petit peu cette histoire de culture. Je sais pas ce que t'en dis.
Ouais, non, c'est exactement ça. Et imagine, tu vois, le truc, si tu dois faire une suite sur ton documentaire et t'y vas avec quelque chose de très froid, très chiffré. Alors peut-être que ça va pas durer 1 heure et demie parce que tu vois, mais tu peux avoir je sais pas, comment on appelle ça, Une intro. spin-off, ou j'en sais rien, tu vois, ou un intro, ou quelque chose. Euh, de prendre un peu différemment et de casser le rythme, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, réfléchir aussi au public final, c'est-à-dire rendre accessible quelque chose qui ne l'est pas normalement à un certain public, c'est aussi un modèle mental où tu vas te dire mais qui est desservi aujourd'hui, qui ne comprend pas ça et comment je peux faire en sorte, tu vois, pareil, tu peux faire de la finance pour les enfants, tu vois, je sais pas, expliquer le monde Ouais. aux enfants ou même de la science pour le grand public ou la science pour les enfants ou alors un truc hyper élitiste qui est normalement avec grand public. Je sais pas, par exemple, la pop culture, mais en mode très élitiste, je sais pas comment c'est possible. Mais tu vois, Ouais. faire en sorte que d'amener un sujet à un public qui normalement n'est pas exposé à ce sujet. Et forcément, tu vas changer ton approche, tu vas changer ton format, tu vas changer peut-être même ta ligne édito. Après, le problème, c'est qu'il faut que ça te corresponde. Tu dois être Mm. hyper curieux, tu vas toujours être drivé par la curiosité, mais tu dois être hyper curieux de pouvoir le faire et ça doit correspondre aussi à ce que tu as envie de faire forcément. Mais le truc du public, ouais, c'est hyper intéressant et tu vois, ça s'applique immédiatement à tout. Mais en fait, ça apporte pas des réponses, c'est des pistes de réflexion. Parfois, c'est sur le format, parfois c'est sur, tu vas chercher carrément un autre sujet. Tu vois, donc c'est des façons de réfléchir. Et après, ça te donne quelques pistes, mais c'est jamais des réponses complètes, quoi. Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est intéressant à avoir dans le sens où quand on est bloqué, quand on a le syndrome de la page blanche ou quand on se dit bon bah c'est bon, ça fait justement 20 ans que là, ça fait des mois que je bosse sur le sujet, comment je fais pour sortir de mon cerveau et penser d'autres choses? Et et moi qui suis assez méthodique, j'aime bien l'idée de dire bah je peux me poser plusieurs questions et justement bah toutes les stratégies que tu as mis dans ton article, euh, essayer de voir est-ce que là ça me parle, est-ce que je vais réussir à trouver des choses et peut-être que ça ne marchera pas du tout parce que bon tu te dis bon bah la finance pour les enfants, bon finalement ils ont 3 ans, c'est peut-être pas ce qui les intéresse directement, ce qui pourrait avec un peu plus âgé peut-être, mais ça n'empêche pas de se poser la question, ça peut t'emmener à autre chose. Est-ce que tu as d'autres modèles qui te viennent en tête? Ouais, ouais. Et déjà pour le fait de, je sais plus où j'avais lu ça, mais en gros, les gens qui avaient plein de bonnes idées, ils avaient juste plus d'idées, tu vois. Donc ils avaient plus d'idées merdiques aussi. T'es obligé Ouais. d'avoir les deux. En fait, t'as un volume. Et moi, je sais que quand je travaillais en agence, et il fallait produire des idées très vite. euh, Mon premier réflexe, c'était de noter toutes mes mauvaises idées. Ou tu vois, des idées les plus absurdes. Parce que forcément, c'est ce à quoi ton cerveau pense en premier. Mm. Et parfois, t'as une pépite dedans. Souvent, t'en as pas. Mais au moins, déjà, tu enlèves toutes les mauvaises idées de ta tête. Et je sais pas pourquoi, moi, sais pas si c'est ma tête ou c'est un peu tout le monde. D'abord, t'as des idées qui sont trop bizarres. Donc, tu les notes, comme ça, tu t'en débarrasses. Elles sont notées, elles sont sorties de ta tête. Donc ça c'est de toute façon, tu peux pas avoir directement des bonnes idées, tu vois. Tu peux pas t'attendre à ça. Mais sur les autres modèles mentaux, il y a par exemple les pensées de premier ordre et de second ordre, où et là où c'est intéressant, c'est de penser après. Tu vois, en fait toute nouveauté, si tu veux, ou toute création, ça va provoquer une première vague de conséquences visibles, prévisibles. Et ensuite, par contre, qu'est-ce qui se passe si on reprend l'IA, on va se dire bon, ok, ça peut remplacer l'écriture, donc certains rédacteurs. Ok, Mm. donc il y aura des licenciements. Bon, d'accord. Et après quoi ok, il y aura tous les cols blancs qui seront licenciés, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire une fois que tout le monde est licencié comment on va faire en fait pour continuer d'acheter sans revenu est-ce qu'il y aura, est-ce que des gens parlent de ça, tu vois, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on remet au centre le revenu universel, mais du coup, si tout le monde est égalitaire, comment on va faire ça? Est-ce qu'il y aura 95% des gens qui vont gagner la même somme et après des ultra riches? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça et du coup, tu penses au second ordre, tu vois, et tu vas chercher un petit peu plus loin et tu vas poser des questions presque absurdes, mais en fait qui sont hyper intéressantes
je sais pas, tout devient cher à Paris. Ok, est-ce qu'on peut encore manger quelque chose de bon avec 5 euros? Et en fait, t'invites les gens. C'est une quête en fait, tu vois. C'est ça qui est intéressant avec les pensées de second ordre, c'est qu'après tu peux l'histoire, elle s'écrit presque toute seule parce que tu explores un sujet et tu invites les gens à explorer avec toi. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, tu as des contraintes que tu te mets toi-même. Est-ce que tu vas produire des documentaires de 15 minutes ou alors tu te mets que des documentaires de 8 heures et donc tu dois remplir 8 heures, j'en sais rien. Mais tu vois, des contraintes créatives. Parce que souvent, quand tu es trop libre, c'est comme Twitter, tu vois, ils se sont fait connaître parce qu'ils ont commencé par, tu pouvais écrire que 140 caractères. Et il y a des gens qui faisaient de la microfiction. Il y a même un livre qui est sorti avec des histoires de 140 caractères. Après, il y a eu des gens qui ont fait des. Il y a tout en anglais littérature des histoires de 6 mots. Donc, tu peux définir une contrainte. Tu vas écrire que sur newsletter, tu vas faire du journalisme newsletter ou que vidéo spontanée, j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire le contraire avec ça, avec ces contraintes de ce qui existe, et tu peux prendre en fait quelque chose qui est perçu comme une faiblesse et tu vas en faire une force. Si t'es nul pour mémoriser un texte, eh ben, tu vas dire je vais faire que du journalisme spontané ou je sais pas, je réfléchis sur, je m'interroge et ensuite je dis tout ce qui passe par ma tête et je regarde en fait ce qui se passe, tu vois, des choses comme ça. Et en gros après c'est tout. Il y avait il y en a d'autres, mais je pense que pour notre sujet là c'est le plus intéressant. Après peut-être ça c'est un peu trop économique, marketing, mais en gros, allez voir bah déjà au newsletter, mais même renseignez-vous sur les modèles mentaux qui permettent en fait de réfléchir au-delà de l'évident. Quand tu dis modèles mentaux, c'est pas forcément un mot que toi tu as choisi d'utiliser pour parler de ça. C'est vraiment si on tape modèles mentaux sur Internet, on peut trouver plus de ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas en anglais, alors peut-être faut taper mental models, j'en sais rien. Mais Ok. mais oui, ça s'appelle comme ça, c'est ça. Ok. Si je résume, on avait dit la contrainte, le pendule culturel. J'avais noté quoi? Culture rigide, culture souple, les audiences différentes, ouais. Et Ouais. hmm, Ah oui, et penser en second ordre. C'est ah pas oui, juste celle-là elle est en intéressante. chaîne de conséquences ou en chaîne de conséquences. C'est Ouais. qu'est-ce qui se passe actuellement que tout le monde voit et qui est tout ce que tout le monde annonce. Ok, si ça se réalise, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les opportunités ou les risques, les menaces? On se pose des questions, on va explorer. En gros. Ouais. Et c'est essayer de tirer le fil finalement. De là, il y a une action qui se passe. Quelles en sont, bah, comme tu l'as dit, les conséquences. Et je pense que c'est très bien expliqué. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a tendance à toujours s'arrêter à la première conséquence. Et en fait, se demander, mais pourquoi c'est comme ça? Et je crois que c'est aussi une stratégie dans les interviews de poser la question 5 pourquoi, en fait, pour arriver vraiment à la réponse. C'est-à-dire que je vais te poser une question, je vais dire, OK, mais pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu penses ça? Pour ensuite arriver à vraiment l'information, le cœur du sujet et ce qui a pas été traité, ce qui a pas été dit. Et je trouve que ça résonne un petit peu dans cette conséquence de second ordre de toujours aller chercher plus bas de qu'est-ce qui encore on s'est pas posé la question mais qui va arriver forcément puisque le début est lancé finalement. Mais c'est un peu un Ouais, c'est trop exercice de intéressant. prospective. C'est un peu un exercice de prospective, de vraiment se demander quel va être le futur ou quel va être ou qui est déjà en train de se passer, mais qu'on n'a pas encore abordé. Donc c'est pas facile, je Ouais, et pense. non, alors, bien sûr, c'est pas facile, mais en plus, c'est hyper important. C'est ça, je pense qu'il y a une vraie opportunité à ce sujet-là parce que, en gros, regarde, on vit, enfin, notre culture, notre société est totalement fragmentée, on comprend plus rien, tout est en changement et, on n'a plus de grands récits, genre, je sais pas, la famille, la religion, la nation. On a besoin de personnes qui vont reformuler le récit parce qu'en fait, on pense en récit, tu vois, parce que comment on fait sens du monde, c'est en mettant les événements en lien entre eux. Et c'est ça une histoire. Et du coup, c'est quoi l'histoire du futur? C'est quoi l'histoire de... On comprend plus rien et on a besoin de gens qui nous aident en fait à mettre les événements ensemble et à créer du sens entre les événements qu'on perçoit. Donc Totalement d'accord. en plus c'est une opportunité extraordinaire. Les gens ils ont besoin de un de leaders de pensée, mais aussi deux des gens qui assument ne pas avoir les réponses et qui vont explorer. On a vécu énormément et les gens réfléchissent encore
tu vois, pensée de second ordre et de premier ordre, en optimisation. On essaie de tout optimiser. Et là, avec l'IA, on va pas chercher d'autres possibilités. On va essayer de tout optimiser. Comment ça coûte moins cher? Comment on peut produire plus? C'est toujours les mêmes questions. Tu vois, les gens, ils arrivent pas à sortir de ces questions. Mais ça correspond plus du tout à l'époque dans laquelle on vit et dans laquelle on va vivre avec des changements qui sont, on comprend plus rien, quoi. Et on a besoin de gens qui vont explorer pour voir un peu ce qui se passe après, ce qui se passe ailleurs, pour essayer de faire sens de ce que nous on vit aujourd'hui, maintenant, et comment interpréter ce qu'on vit, tu vois. Et donc il y a une opportunité extraordinaire pour les journalistes, pour les créateurs, c'est de se mettre en mode explorateur avant les autres. Non, je suis d'accord. Puis la question du sens, elle fait sens. Non, non, je pense qu'elle est importante en tout cas. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans ces métiers-là. C'est comment on fait pour que le monde soit mieux compris, qu'on s'entende mieux globalement et qu'on avance ensemble dans la bonne direction. Donc il y a une notion de collectif qui est importante dans ces métiers. Et on a besoin de ça. De toute façon, là, il y a une grosse opportunité là-dedans, qui est un peu paradoxal avec ce qui se passe, où il y a quand même une sorte de... je lisais enfin, j'écoutais un interview de youtubeur dont j'ai encore une fois oublié le nom, mais qui disait qu'il y a une crise d'abondance dans la création de contenu, et je suis assez d'accord quand tu regardes ce qui se déroule, tu vois. Enfin, il y a tellement de choses à lire, à regarder, c'est impossible de le faire. Mais d'où l'importance en fait d'avoir sa perspective et de créer quelque chose d'utile et de cohérent et de se positionner. Parce que c'est difficile d'aller et juste dire ok, je balance une vidéo et les gens ça va les intéresser. Non, c'est du temps un peu plus long. Mais en gros, celui qui arrive à faire ça, il y a une énorme opportunité. On a besoin en fait d'avoir de nouvelles perspectives. Complètement. On a parlé de se positionner, on a parlé de choisir ses sujets. Mais une fois qu'on a choisi ces sujets, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur comment on structure un tout petit peu plus ses pensées et quelles sont les premières étapes pour valider et commencer un sujet. Admettons, j'ai déjà fait tous ces exercices qu'on vient de donner, j'ai réfléchi, j'ai trouvé un angle que je trouve différenciant et qui, moi, je me dis, ah, ça peut marcher. Comment je suis sûre que ça peut marcher et comment je commence à travailler là-dessus? Alors sûr que ça peut marcher. Jamais. Je pense que tu l'es jamais. De toute façon, c'est des tests. Hein, en fait, c'est à ça que ça sert aussi une stratégie et un positionnement pour le coup. C'est de pouvoir tester et comprendre le feedback que tu reçois. Parce que si tu fais tout dans tous les sens, c'est possible aussi que ça fonctionne. Mais tu vas pas savoir pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui a parlé aux gens, c'est quoi qui a résonné, tu vois. Donc, quand tu arrives avec un positionnement, une perspective et de dire, OK, moi, j'utilise ces mots pour décrire ce problème. Mais ces mots, ils ont pas parlé. OK, je vais en utiliser d'autres. Ça, les gens ont adoré. OK, je vais me décrire comme ça, tu vois. Mais au moins, tu arrives avec une intention. Et cette intention, c'est important pour comprendre ce, ce que tu reçois, le feedback. Maintenant, comment être sûr que ça va fonctionner? Et je pense que du moment où tu as toi-même suivi ta curiosité et ça t'a amené à quelque chose d'intéressant qui te donne l'énergie de pouvoir le partager, je vois pas pourquoi ça n'intéresserait personne d'autre. Le problème, c'est qu'après, tu dépends quand même de certains algorithmes. Pourquoi ils te mettent en avant? Pourquoi ils te mettent pas en avant? Pourquoi cette fois-ci oui? Pourquoi? Il y a quand même énormément d'inconnus. Et donc, il y a forcément beaucoup qui va dépendre aussi de ton travail de communication en marketing à toi. C'est-à-dire que limite, le gros travail de la création, quand tu es vraiment créateur indépendant, c'est la première étape. Après, il faut faire savoir, quoi. Tu as le savoir-faire et le faire savoir. Et le faire savoir, c'est énormément de travail aussi. Limite, c'est là que commence le vrai travail. C'est parce que tu as envie que ce soit vu, tu vois. Donc, t'espères sur les algorithmes, mais les algorithmes, c'est un peu une prière. Tu peux aider, faire en sorte. Mais après, tu as un gros travail toi-même de créer une communauté, une audience, un public, tu vois. Donc ça, c'est un peu en dehors du truc. Maintenant, si on doit travailler le sujet, après, tu as Ouais. plusieurs étapes. Je sais pas, c'est quoi la question Ouais, ouais, qui carrément. t'intéresse. Allons-y sur les étapes. Quand on travaille le sujet, t'as dit poser son intention. Concrètement, poser son intention, ça veut dire quoi? C'est définir comme on l'a dit, le positionnement. Est-ce que je l'écris? C'est une phrase que je pose, que je me dis, je veux Ouais, écrire pour... Vas-y. bah, enfin, je pense que ça va être plus dans le positionnement en général. Après, sur le sujet, je pense que
au début, tu fais de la recherche un peu libre. T'es obligé de faire, Mhm. tu vois, c'est mieux. Tu vas, t'as t'as même pas encore envie de raconter une histoire. Tu réfléchis plus comme tu vois, le mec un mec qui va dans les archives, quoi, l'obsessionnel tu vois, l'archiviste obsessionnel. Et tu veux accumuler des faits, tu veux accumuler les dates, les citations, tout. Tu vois, tu veux saturer ton esprit, comme on le disait avant, ce que tu as fait d'ailleurs avec ton documentaire. Et je sais pas si toi, ça m'intéresse aussi de savoir si tu connaissais déjà l'angle que tu voulais adopter ou tu as été en mode découverte totale. Plutôt en mode découverte totale et justement j'ai eu pas mal de mal à définir un angle parce que le sujet était tellement large pardon, c'était la génération Z et l'amour et je me disais bah j'ai envie de parler de tout. Enfin justement le sujet est fait pour parler de plein de choses et je trouvais ça très dur de trouver un axe et c'est un peu ce qui m'a été reproché à un moment où du moins c'est là où j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment trouver un angle et aujourd'hui je saurais même pas te dire il y a des partis pris dans ce documentaire, c'est sûr, mais est-ce que j'ai un angle précis que je suis capable de te dire maintenant? Non. Il est Ouais, sorti, hein. ouais. Euh, le, en même temps, moi, je trouve que si t'as pas assez de matière, si tu satures pas de matière, tu vas presque inventer un angle, tu vas presque l'inventer ta structure, alors qu'il doit Ouais. se révéler, tu vois. Moi, j'attends en fait que l'angle se révèle à lui-même en fonction de ce que tu sais faire, de ton positionnement, parce que c'est toi qui l'as décidé, donc parce qu'il découle de ta perspective, de ce que tu peux incarner, tu vois, si tu dois passer à l'écran ou si tu dois créer quelque chose. Euh, mais une fois que tu as ça, moi, ce que je fais quand je dois créer quelque chose d'assez long, par exemple, tu vois, il m'arrive parfois de créer des scripts pour des youtubeurs euh, que la plupart des gens connaissent. Et ce que je fais, c'est je fais ça. D'abord, tu as le sujet, donc tu as la recherche, la matière, et ensuite je regroupe par thématique, par sujet. Qu'est-ce qui va ensemble? Pourquoi? Tu réfléchis presque en cartographe, tu vois. C'est quoi Ouais. les patterns? Tu vas chercher des patterns. Ensuite, une fois que tu as ça, où tu te poses les questions de en fait, de quoi on parle? Qu'est-ce qui revient souvent? Où sont les tensions, les doutes? Les gens pensent avoir des certitudes. Est-ce que et tu vas chercher vraiment des thématiques, en fait. Et je pense que l'angle peut aussi ensuite ressortir de cette thématique qui est, est-ce que on va parler plutôt, j'en sais rien, du rapport au temps, c'est plutôt quelque chose, finalement, je pensais parler de l'amour, mais c'est plutôt, la vraie thématique, c'est la solitude, et l'amour, c'est plus une, euh, une raison, tu vois, pour mettre des enjeux. C'est comme, euh, parce que, en fait, même quand on veut raconter une histoire, c'est quoi une histoire? Une histoire, c'est un changement, une transformation entre deux valeurs qui normalement étaient opposées. Justice, injustice, j'en sais rien, haine, amour, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il y a autour, le sujet, finalement, c'est presque un prétexte pour mettre en valeur, euh, enfin, l'étude d'une émotion ou d'une valeur et d'un moment précis. D'ailleurs, il y a pour rendre ça plus concret, il y a un livre que j'adore sur le storytelling de Matthew Dick qui dit en gros que toute histoire se déroule autour d'un moment précis qui dure 5 à 10 secondes et tout le reste c'est fait pour dramatiser ce moment précis, tu vois. Et il donne l'exemple de Jurassic Park et il dit en fait Jurassic Park c'est pas une histoire de dinosaures, c'est une histoire d'amour entre maintenant je me souviens plus les noms mais c'est quoi la paléobotaniste, je sais plus comment elle s'appelle, et Alan Grant. Et en gros, au début, on voit qu'ils sont en train de flirter, mais comme Grant n'aime pas les enfants, il dit qu'ils puent, que c'est insupportable, ils font plein de bruit, tu vois. Et ben, ils peuvent pas vraiment être ensemble. Et toute l'aventure de Jurassic Park, qu'est-ce que doit faire Alan Grant? Il doit sauver les enfants du mec milliardaire à qui appartient l'île, tu vois, comme par hasard. Et à la Mm. fin, il a sauvé les enfants. Et dans la scène finale de l'hélicoptère, il est entouré des enfants. Et t'as elle a, ah, je sais plus le nom de la paléobotaniste. Enfin bref, elle le regarde entouré d'enfants, comme s'il les protège, comme s'il les aime, tu vois. Et là, on comprend en fait qu'il y a une histoire d'amour qui est possible. Et tout le reste, le problème, c'est que tu peux pas dire c'est une histoire d'amour avec des dinosaures, des trucs comme ça. Les dinosaures, c'est l'enjeu, c'est ce qui va créer de la tension. Mais la vraie histoire derrière, et donc
je pense que la thématique, c'est de toujours réfléchir à la vraie histoire derrière. Qu'est-ce qui est transformé au niveau des valeurs? Là, c'est la haine pour les enfants, l'amour pour les enfants, et donc amour impossible, amour possible, tu vois, par exemple. Mais ça, limite, c'est toi qui le sais. C'est-à-dire que la personne qui regarde ne va même pas s'en apercevoir. Mais ça te sert à trouver le fil rouge, en fait. Est-ce que, tu vois, si tu prends Jurassic Park, alors c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour, mais dans plusieurs films, finalement, il y a des histoires d'amour qui sont sous-jacentes à l'action. Je trouve ça pas facile de le transposer à autre chose mm, sur un sujet documentaire ou sur un sujet de l'info. Comment je pense transmission de valeur? Tu vois, là, si je réfléchis, bah, du coup, mon documentaire, c'est ce que j'ai. Mais quelle est la valeur qui est transformée? Bon, du coup, peut-être que c'est une erreur de ma part, hein, mais quelle est la valeur qui est transformée au début et à la fin? Alors Ouais, c'est pas c'est facile, hein. ah, non, c'est pas facile, mais quelque part, je raconte comment l'amour a évolué au fil des années. Enfin, en tout cas, avec comment ma génération vit l'amour aujourd'hui par rapport aux générations précédentes. Donc forcément, il y a un changement de valeur, puisque c'est le sujet de mon documentaire. Mais j'ai pas l'impression qu'on suit quelqu'un qui s'est transformé. Mais après, pour le coup, peut-être que ça manque d'un storytelling et d'une histoire plus prenante à ce niveau-là. Ouais, ou parfois c'est même pas obligé, tu vois. Moi, c'est la façon dont je construis mes, euh, mes créations parce que j'aime bien qu'à la fin, tu viennes avec quelque chose, tu vives un moment et ensuite que ce quelque chose soit inversé parce que sinon, sinon il n'y a pas vraiment d'histoire, sinon c'est plus descriptif. Mais parfois ils s'en rendent même pas compte. Enfin enfin l'audience ne s'en rend même pas compte si tu veux. Moi j'aime bien l'idée de à la fin t'arrives, on a construit tout ça, tout ça, tout ça, il y a eu des tensions et t'arrives à un moment qui définit tout le reste, tu vois. Euh, Maintenant, comment on le fait pour un documentaire, bon, moi, ce que je ferais, c'est personnellement, mais je n'ai jamais travaillé sur un documentaire, mais tu vois, sur quelque chose de long, c'est une fois que on a dit toute la matière, Mhm. tu structures de manière chronologique pour déjà comprendre ce qui se passe. En gros, tu structures par thème et après, tu essayes d'en faire une chronologie. Tu essaies d'en faire quelque chose. Tu dis, OK, je peux, les 30 premières minutes, je peux parler de ça, ensuite parler de ça, ensuite parler de ça. Euh, et ensuite, une fois que tu as ça, ce qui est quand même assez descriptif, t'en fais l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux, les faits, la chronologie, c'est ce qui s'est passé. Et l'histoire, c'est ce que ça veut dire pour quelqu'un. C'est l'expérience humaine de ces faits. Et tu vas essayer de construire en parallèle de cette chronologie. Tu vas dire, OK, qu'est-ce que ça signifie, ça? Comment ils le vivent? Et ça, comment ils le vivent? Et ça, comment ils le vivent? Et comment on peut faire des relations de cause à effet jusqu'à à la scène dramatique finale. Euh, mais effectivement, pour avoir en fait l'inversion, c'est toujours bien de ensuite, une fois que tu as ça, de savoir ce que tu veux transmettre à la fin. Donc presque partir de la fin, tu vois. Mais partir de la fin, tu le comprends quand tu as fait tout ça. La chronologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, boum, je sais là où je veux en arriver à la fin parce que ça s'est révélé comme ça. Et ben ensuite, après, je reprends et j'essaie de reconstruire pour que ça mène, tu vois, vers la fin que je veux. En fait, c'est de la reconstruction, quoi. Ok, donc si je résume, un, je prends toute ma matière, je lis un maximum de choses, je me sature au maximum. Deux, j'essaie de regrouper ça par thème et par chronologie, je cartographie, je vois ce qui va ensemble, ce qui va pas ensemble, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Trois, je me demande qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui s'est passé, quel est l'impact, comment les gens l'ont vécu, et je vais me poser plus de questions sur les intentions et qu'est-ce que ça génère. Une fois que j'ai défini ça, je suis censée arriver à savoir ce que je veux transmettre, le message que je veux arriver à la fin à transmettre par mon documentaire, par mon film, par ma création. Et 5, une fois que j'ai mon message, je vais retravailler tout ça pour créer une bonne histoire et, euh, et créer quelque chose de bien. On Ouais, est bon? ouais, c'est ça. C'est bah ouais, mais en vrai c'est ça. Après dans les faits c'est forcément c'est plus difficile, mais franchement c'est exactement ça. Et quand tu essaies de mettre en thématique, tu essaies de mettre aussi en ordre chronologique et comme ça déjà tu as une structure assez
assez clair en tête. Et ensuite, ouais, tu réfléchis à qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Est-ce que, euh, j'en sais rien, comment il s'appelle, Stephen King, son premier, il a jeté son premier roman. Bon, ça c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie? Comment ça l'a? Tu vois, c'est ça qui intéresse au final les gens. Et je pense que qu'est-ce que je veux transmettre? C'est une question importante, mais qui met pas mal de pression. Peut-être qu'est-ce qui ressort, tu vois? Parce que nous, quand on crée, Mm. limite, on se fait le, le messager de quelque chose qui vient d'ailleurs, tu vois, toi, tu crées et t'es le véhicule pour permettre ce message. Mais en fait, ce que j'ai lu, les gens que j'ai interviewés, globalement, qu'est-ce qu'ils veulent, eux, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils me disent, en fait, même sans me le dire, tu vois, et qu'est-ce qui doit ressortir de ce documentaire, plutôt que qu'est-ce que moi, je veux transmettre, en tout cas, moi, je sais pas, c'est une question qui me met pas mal de pression, alors que on est là juste pour travailler, révéler, tu vois. Ouais. Oui, pas forcément ce que je veux transmettre, mais qu'est-ce que dit le sujet finalement. Ouais, c'est ça, Je vais tout simplement. tourner, J'ai utilisé trop de mots tourner pour dire ça. autrement. Est-ce que quand tu fais ce travail-là, une fois que tu l'as fait, est-ce que tu as une liste de questions quand tu regardes ton sujet pour vérifier qu'il est pertinent, qu'il est bien construit? Euh, Si, en fait, si, ouais, j'ai de manière presque automatique, mais j'ai déjà, je travaille avec, je sais que les gens n'aiment pas trop ça, mais moi, je trouve que c'est quand même bien avec des frameworks pour être sûr que je parte pas n'importe où. Donc, est-ce que ça respecte à peu près le framework? Est-ce qu'il ressort? Et après, je joue avec pour essayer qu'il soit pas trop évident. Mais ouais, Est-ce que, j'ai des frameworks, quoi. Déjà. est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un framework? C'est une structure, tout simplement. C'est structure de contenu, enfin de formatage pour le contenu. Par exemple, euh, moi j'en ai deux que j'aime beaucoup, qui sont pas du tout. Bah c'est le framework que les gens connaissent surtout, c'est comment il s'appelle la trajectoire du héros de Joseph Mhm. Campbell, tu vois, qui est très utilisé à Hollywood, qui a été utilisé par George Lucas dans euh, oh, purée. Star Wars, euh, et dans plein d'autres films. Moi, je l'aime pas trop parce que je trouve que c'est pour des quêtes hyper mythiques et là, on est plus dans du storytelling un peu plus quotidien, un peu plus léger, tu vois. Là, c'est vrai, enfin, c'est le monomythe d'ailleurs. Hein, c'est vraiment pour des mythes, les mythes civilisationnels. Moi, j'aime bien des choses plus simples et en gros. On parlait d'exploration, tu vois. Si c'est moi le protagoniste et je me pose une question et après je vais explorer cette question, c'est quelque chose d'aussi simple que la question de départ qui doit être un peu bizarre, un peu extravagante, un peu provocante, tu vois. Et ensuite, bah vous me suivez pendant que je l'explore. J'aimerais connaître la réponse, mais j'y arrive pas vraiment. Il y a un peu de tension, tu vois. Il doit y avoir du conflit. Les gens ne doivent pas être d'accord avec la question. Enfin, il doit y avoir un peu de tension, du drame. Et ensuite, on arrive à une réponse ou à une non-réponse, mais avec une piste nouvelle, avec une nouvelle question. Et du coup, ça, c'est par exemple un framework que j'ai si c'est moi le protagoniste. Et si je suis pas le protagoniste, mon framework préféré, c'est la structure de Robert McKee, qui est un autre gourou du storytelling à Hollywood, mais j'ai eu la chance de pouvoir suivre un de ses derniers séminaires en ligne avant qu'il parte à la retraite. Je crois qu'il est à la retraite maintenant. Lui, enfin, j'adore comment il structure ses histoires. C'est très clair. D'abord, qu'est-ce que tu veux transmettre effectivement? Quel impact tu veux provoquer? Impact émotionnel, impact rationnel. Et c'est quoi l'inversion de valeur? C'est lui qui m'a appris ça. Ensuite, il y a un monde ordinaire. Il y a un problème. Quelqu'un veut quelque chose, mais il rencontre un problème. Il va faire l'action la plus évidente, la plus facile, parce que forcément, on est un peu flemmard, donc on essaye de pas trop changer. Tout le monde déteste le changement, tu vois. Donc on va faire le truc le plus évident. Le problème, c'est que le truc le plus évident ne fonctionne pas. C'est la première réaction négative. Là, on comprend qu'on doit aller plus loin dans le changement, et c'est là où la vraie quête commence. Et ensuite, bon, on va faire d'autres choses qui vont fonctionner.
et c'est la fin heureuse, tout ça. Mais en gros, c'est cette quête du héros qui veut, enfin du protagoniste qui veut quelque chose et qui essaie quelque chose qu'on aurait tous essayé parce que c'est le plus facile, le plus évident. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand ce qu'on fait d'habitude ne fonctionne plus? Et c'est ce qui intéresse, tu vois, l'audience. Donc je vais chercher un peu ces moments-là et peut-être pour finir sur cette idée de framework, de structure, parce que je sais que les créatifs n'aiment pas trop ça, mais finalement, moi, je m'étais aperçu que tous les livres un peu historiques que j'avais aimés et qui me sont restés, par exemple, des livres que j'adore, c'est Gatsby, tu vois, Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. C'est un autre que j'ai bien aimé aussi, qui s'appelle Mon chien stupide de Fante. Et en fait, c'est finalement des livres qui ont été repris à l'écran. Alors que les livres que j'ai bien aimés, mais j'ai eu de la peine à lire, mais qui étaient des classiques à l'époque, bon, des classiques qu'on connaît plus, William Faulkner, qui avait une écriture très, tu vois, c'était un maximaliste, quoi. Il aimait bien tout mettre dans son écriture. Et en fait, tu peux pas reprendre ça à l'écran. Et là, ce qui est intéressant quand tu suis des structures qui sont quand même éprouvées, c'est que tu peux transférer ce que tu as fait en documentaire. D'un coup, quelqu'un peut en faire un film, tu vois. Tu sais pas, quelqu'un peut en faire une newsletter. Et donc aujourd'hui aussi réfléchir en enfin omnicanal, c'est ce que permet des frameworks qui ont été éprouvés. C'est de transférer, c'est que ton contenu soit transférable à d'autres plateformes. Si quelqu'un veut le reprendre ou si toi-même tu veux le reprendre ailleurs. Ouais, une fois que c'est plus structuré, en fait, ça te facilite la suite pour pouvoir en parler à plus grande échelle et pouvoir faire d'autres formats. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ou faire un roman, tu vois, ouais, à d'autres formats exactement, un livre, tu vois, des choses comme ça, parce que les gens vont plus comprendre comment le faire, tu vois. Donc, bon, voilà, c'était ça. Et après, si après j'ai d'autres règles, mais ça va être des règles d'écriture, de storytelling, que je me dis, est-ce que je suis en train de les appliquer, pas les appliquer? Si je les applique pas, est-ce que ça nuit à la compréhension? L'idée, c'est de toute façon de toujours mettre l'audience au centre et de rendre ce que je veux révéler le plus facile d'accès possible. Ce qui ne veut pas dire que tu dois utiliser des, uniquement des mots hyper simples avec des phrases courtes. Tu vois, ça veut pas dire ça, mais comment provoquer l'impact de la manière la plus directe possible, l'impact que je veux créer, quoi. Donc toujours penser audience. Ouais, finalement, la question, une fois que tu as fini ton sujet, c'est est-ce que mon audience va comprendre et est-ce qu'elle va comprendre ce que j'ai envie qu'elle comprenne? Ça peut se résumer comme ça. C'est exactement ça. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont bien travaillé cette question, ils l'ont fait avant moi, ils ont établi des règles. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'ensuite pas les appliquer bêtement, mais de se dire, ok, se poser des questions. Par exemple, est-ce que mon histoire, elle a une limite de temps et d'espace? Est-ce que mon récit, il a une limite de temps et d'espace? Les plus grands l'ont fait. Peut-être si je le fais pas, ça va être un peu, ça va être difficile de cadrer. Tu vois, je te parlais de Gatsby, bah c'est New York entre deux quartiers qui sont inventés, si je me souviens, c'est East et West Egg, et c'est dans les années 20. Voilà. Le Titanic, je sais plus quelle était l'année, c'était début des années 1910, et la limite temporelle, et la limite spatiale, c'est l'iceberg. Une fois que ça arrive à l'iceberg, l'histoire elle est finie, tu vois. Donc de définir comme ça certains espaces, notamment espaces de temps et espaces géographiques, ça aide à l'audience à se représenter l'histoire, surtout que moi je travaille avec des mots et pas avec du visuel. Mais peut-être qu'avec le visuel, bah, comme ça tu sais quoi filmer et quand, c'est plus facile aussi. Mais tu vois, c'est des petites règles comme ça. Après, tu as d'autres règles. Est-ce que je suis en train de leur présenter une chronologie? Parce que c'est chiant, quoi, une chronologie. Est-ce que je suis en train de dire des conneries? Je suis en train d'interpréter. Il y a des choses, vu que on est dans une histoire, quoi. Est-ce que j'ai interprété des choses? Est-ce que j'étais trop vite? Donc checker 1000 fois, tu vois. Éviter, est-ce que les personnages que je présente, est-ce qu'il y en a au moins un avec qui on peut s'identifier? Tu vois, il y a eu un documentaire, tu sais, sur, je crois qu'il s'appelle Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Toyota, Ouais. c'est le mec un peu, tu vois, il a fait les grandes écoles, toujours PDG de grandes boîtes, corporate, enfin, il intéresse personne, c'est pas très, en vrai, c'est pas très intéressant son histoire, mais il a su captiver des millions de personnes parce qu'un jour, il a été accusé, en plus, il a été accusé de, je crois que c'était fraude fiscale ou j'en sais rien, et donc là, tu te dis, ok, le grand patron, fraude fiscale, enfin, c'est l'histoire terrible, personne n'a envie d'écouter ça. Mais le mec, il s'est évadé du Japon dans une petite valise
et il s'est fait la malle et là il vit au Liban. Et là tout d'un coup c'est extraordinaire parce qu'il passe d'une situation où il était le roi du monde, il gagnait plein d'argent, à bah, d'un coup il se retrouve dans la merde comme on a pu tous se retrouver quoi. Et tout d'un coup on a de l'empathie pour lui, on se dit mais comment il va s'en sortir? Et donc si t'as pas ce renversement dans l'histoire où t'as quelqu'un qui vers qui tu peux te si tout le monde est détestable dans l'histoire et réussit tout trop facilement, bah c'est pas hyper intéressant et les gens ne vont pas se rappeler. Donc t'as des petites techniques comme ça, tu vois, être spécifique, est-ce que je suis spécifique ou vague, est-ce que je parle de passion ou est-ce que je la montre, voilà des choses comme ça quoi. Mais je dirais que c'est ouais c'est de l'editing, c'est la partie de ensuite correction, édition, etc. Merci pour toutes ces techniques et je pense que ça mériterait clairement un épisode entier à ce sujet-là. Donc on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que t'as des ressources, des livres, des films, des personnes à suivre pour les personnes que ça pourrait intéresser justement, que ça soit autant dans le storytelling que dans trouver des idées ou les nouveaux modèles mentaux? Si, j'en ai trop, j'en ai trop. Pour le storytelling, bah déjà Robert McKee, son livre soit Story ou Storynomics, enfin n'importe lequel de ses livres. De toute façon, il revient toujours un peu sur le même concept, hyper intéressant. Storytelling animal je crois qu'il s'appelle Jonathan Gottschall, qui explique en fait mais pourquoi on réfléchit en termes d'histoire, euh, pas seulement pas seulement comment raconter, mais vraiment pourquoi c'est important et pourquoi enfin c'est la base de tout. Tu vois, il y a un poète qui disait qu'à la base, on n'est pas fait d'atomes. Enfin, l'élément le plus petit, tu vois, existant, c'est pas l'atome, c'est les histoires. C'est ça la vraie base, le dénominateur commun. Euh, Sinon, sur la stratégie, je pense que le plus simple, et j'aime bien, c'est le livre de Roger Martin. En gros, il nous pousse à se poser 5 questions pour le positionnement, tu vois, par exemple. C'est sur quel terrain on veut jouer, pourquoi, comment, avec quelles règles. Et c'est intéressant au niveau stratégie. Sur les modèles mentaux, il y a une stratège que j'adore, que je trouve hyper intéressant, qui s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe dans la culture, qui s'appelle, je sais pas si ça se prononce Jasmine ou Yasmine Bina, mais c'est avec Jasmine Bina, bon c'est en anglais. Bon voilà, c'est déjà pas mal quoi, une fois que vous avez ça, Ouais, je c'est pense c'est que déjà bien. je Après il y a des pense que c'est techniques pas mal du tu tout. Ouais, voilà. ça marche. De toute façon, je mettrai aussi le lien de ta newsletter et j'imagine que tu parles de tout ça également. Est-ce que tu as des conseils, un dernier conseil pour un créateur de l'info Mais que tu aimerais dire? dernier conseil, c'est beaucoup de pression quoi. En gros, en gros, créer quoi. On est des créateurs, on est là pour ça. Donc de toute façon, là on a parlé de technique, de méthodologie, c'est hyper intéressant. De toute façon, on peut pas ça vient avec le temps, tu vois. Euh, L'idée c'est qu'on est des créateurs, on est là pour créer, créons. Et après on regarde, explorons, tu vois. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut, de toute façon, personne ne les a. Là, moi, je me construis des théories parce que déjà j'aime bien, ça me passionne, mais jamais je vais tout appliquer tout d'un coup. Et c'est venu en 10 ans, tu vois. Euh, Juste du moment où tu vas sur le terrain et t'essayes de résoudre des problèmes qui te tiennent à cœur avec en y mettant de la qualité, un certain ton goût, euh, que tu suis ta curiosité, en général tu peux pas te rater. En tout cas à long terme, peut-être qu'à court terme tu vas te rater, mais tu vas même pas savoir pourquoi. Mais si tu suis ta curiosité, de toute façon ça va te mener aux réponses que tu cherches. Et si ça te mène pas aux réponses que tu cherches, au moins, tu auras une autre bonne histoire à raconter, tu vois. Je lisais ailleurs que, enfin, je sais plus où, mais j'ai bien aimé cette phrase. En gros, de notre vie, il y a deux types de moments. Il y a des bons moments et il y a des moments qui donnent des bonnes histoires à raconter. Donc, C'est essayons de beau. vivre ces moments-là, quoi. Voilà. C'est le final. C'est trop beau. Merci. Très beau final. Merci beaucoup d'avoir été avec moi au micro sur Bien Informé. Et Bah, puis, merci à toi. à très vite. À très vite et encore merci.